revue les grandes lignes qui ont marqué l'actualité de ces mardis. Nous sommes en direct sur la télévision nationale congolaise. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce journal qui s'ouvre par ces tête-à-tête des chefs d'état-major général d'armée Christian Chiwewe et les chefs des forces de défense du peuple ougandais. C'est lundi au Nord Kivu. Les deux responsables d'armée ont examiné les progrès et les défis de l'opération conjointe Shija lancée il y a près de 3 ans maintenant contre les terroristes ADF à Beni et à Iromo. Une rencontre soldée par la signature d'un rapport commun sanctionnant les travaux d'évaluation de cette opération. Suivons ces reportages. Le chef d'état-major général de FARDC et le chef des forces de défense du peuple ougandais UPDF se sont rencontrés ce lundi 6 mai 2024 à la cité frontalière de Kasindi au Nord Kivu. Motif, évaluer les opérations conjointes menées depuis le 30 novembre 2021 par les deux armées pour la neutralisation du mouvement terroriste ADF MTM ISCAP dans les territoires de Beni au Nord Kivu et des Roumanie-Touré. Cette réunion co-présidée par le général d'armée Chiwewe Songesa Christian et le général d'armée Muhoozi Kainerugaba a été sanctionnée par la signature par les deux chefs des armées et du rapport d'évaluation. Dans son mot de bienvenue, le général Chiwewe a salué les efforts du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC et Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda pour cette mutualisation des forces contre la menace commune. C'est avec joie et honneur de vous recevoir sur le sol congolais ainsi que votre délégation. En séjour chez nous, nous devons soutenir les efforts de notre commandant suprême pour avoir mis nos deux armées ensemble, en train de lutter contre un ennemi commun, qui est l'ADF, qui n'a cessé d'apporter désolation parmi nos populations. Mon général, acceptez mes félicitations pour votre nomination à la tête de l'armée ougandaise. Je vous souhaite plein succès. Que Dieu vous garde. De son côté, le général Muhoozi, chef des forces de défense du peuple ougandais, a salué la fraternité entre nos deux pays frères et loué les efforts consentis ensemble par les deux armées sur le terrain. Dear brother, the chief of defense forces of the FARDC, your deputy, and all the generals and officers here from FARDC. Le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements, les sous-chefs des opérations ainsi que tous les généraux qui sont derrière vous. First of all, let me start by thanking you most sincerely for a very warm welcome. Nos pays ainsi que nos deux peuples ont été frères, ça fait des années et des années. Cette fraternité doit continuer jusqu'à la fin. Notre devoir consiste à assurer à cette population que nous sommes là pour instaurer la paix et permettre que leurs activités commerciales puissent aller de l'avant. Ainsi, voudrais-je remercier et féliciter les deux armées pour le travail combien louable dans lesquels sont en train de mener les opérations conjointes contre cet ennemi commun qu'on appelle ADF. And without doubt, they have been severely weakened because of this operation. Operation Shuja is an example of Africans solving their problems. Thank you so much, and may God bless you too. Au terme de cette rencontre, le général Muhoozi a traversé la frontière de Kasindi-Lubiria pour son pays et le général Chiwewe a regagné Beni avant de s'envoler pour Lubumbashi. Face à l'agression dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie Est et l'activisme des groupes armés en Ituri, dans les reportages que vous allez suivre, notre confrère Willy Atunakov rapporte que Maurice Agourou, lieutenant général des forces armées de la République démocratique du Congo à la retraite en sa qualité d'expert des questions de sécurité et de défense, appelle les Congolais à apporter leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo pour mettre fin à cette guerre de prédation des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Reportage. L'agression de la RDC dans sa partie Est par le Rwanda sous couvert des terroristes du M23 et la situation sécuritaire préoccupante en Ituri
orchestrée par les groupes armés locaux et étrangers, préoccupe au plus haut point tout Congolais épris de paix, de justice et de patriotisme et en appelle à la mobilisation générale en appui aux efforts déployés par le chef de l'État. C'est le cas du lieutenant général des FARDC à la retraite, Maurice Aguru Mamba, qui, en sa qualité d'expert des questions de sécurité et de défense, propose des stratégies tant au plan diplomatique, militaire que communicationnel pour mettre fin à cette guerre qu'il qualifie d'économique. La guerre ici, elle est économique. Nous devons défendre les intérêts par une politique et une stratégie de sécurité nationale. Ça fait d'abord première chose. Tout autour de la RDC, c'est dans 300 km qu'il y a toutes les richesses stratégiques et toutes les populations sont là. Et c'est là, sur le plan du concept de défense, de protection, de la défense de l'opération, il faut défendre ces 300 km tout autour, aux frontières. Nous devons changer notre dispositif en intégrant les zones minières comme zones vitales, où les militaires et les policiers doivent se trouver là-bas pour protéger. Maurice Aguru Mamba appelle par ailleurs la population congolaise en général et plus particulièrement les décideurs, la société civile et les professionnels des médias à soutenir davantage les vaillantes FARDC par les alertes tout en se méfiant de partager les informations erronées pour ne pas faire le jeu des ennemis de la RDC. Indignation, colère et mobilisation, c'est en fait les résumés, l'attitude des forces vives de la grande province du Katanga contre des cibles civiles dans le Nord Kivu, précisément dans les camps des réfugiés des Mungunga. Vision Fati rénovée mobilise la population à Lubumbashi. Derrière les forces armées de la République démocratique du Congo, un reportage signé Cédric Kenina. Les condamnations fusent d'un peu partout. L'attaque de l'armée rwandaise contre les camps des déplacés de Mugunga est révélatrice de la volonté affichée par Paul Kagame à endeuiller la République démocratique du Congo en faisant plus de morts, enfin de parvenir à faire main basse sur les ressources naturelles de notre pays. Ça fait l'ombre d'aucun doute que les masques tombent enfin face à la résistance des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ainsi que dans ces multiples sensibilisations, Kalimbouyi appelle les Congolais et les Louchois en particulier à se tenir prêts pour faire face à l'agresseur. Se tenir prêts, selon le président national de la vision Fati rénovée, c'est s'aligner derrière le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qui ne ménage aucun effort pour le retour de la paix dans la partie est du pays. Nous ne lâcherons rien, la patrie ou la mort. Kalimbouyi monte au créneau pour appeler à un éveil des consciences comme il a toujours fait. Le Congo restera un et indivisible, a-t-il insisté. Les bombardements des camps des déplacés, les victimes sont essentiellement des femmes et des enfants. Les voix s'élèvent pour dénoncer ces comportements belliqueux du Rwanda derrière différents groupes armés dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les femmes réunies au sein du cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO condamnent cette attaque meurtrière. Elles étaient au micro de Nono Mansepou. Les femmes congolaises, toutes tendances confondues, membres du cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO, condamnent avec la dernière énergie la récente attaque meurtrière à la bombe perpétrée le vendredi 3 mai 2024 par les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda au site déplacé des Mugunga à Goma dans le Nord Kivu. Elles déplorent les conséquences liées à ces bombardements qui ont occasionné des pertes en vies humaines, particulièrement les femmes et les enfants, et lancent ainsi leur cri d'alarme. Condamnons avec la dernière énergie l'attaque meurtrière à la bombe perpétrée le vendredi 3 mai 2024 par les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Déplorons les conséquences liées à ces bombardements qui ont ciblé intentionnellement le site des déplacés de Mugunga dans la périphérie de la ville de Goma, occasionnant des pertes en vies humaines, particulièrement les femmes et les enfants. Cette énième attaque, après celle de Kishishi et de triste mémoire,
contre une population civile de surcroît déplacée, vivant déjà dans la précarité et la vulnérabilité, est une violation du droit international humanitaire et constitue un crime contre l'humanité condamnable par les instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux. À présent, lundi 6 mai, c'était hier que les finalistes des secondaires ont débuté sur toute l'étendue du territoire national les épreuves hors session de l'examen d'État dans la province de l'Ituri. Au total, 15 800 finalistes ont répondu présents malgré la situation de l'insécurité dans cette zone en proie. Le vice-gouverneur policier, le général Raus Chalui, qui a lancé officiellement ces épreuves dans cette contrée. Reportage. 7429 élèves, c'est le total des candidats finalistes du secondaire inscrits de la province éducationnelle Maïndombe 1 qui ont affronté l'épreuve de la dissertation édition 2024 prévue à travers toute l'étendue du territoire national. Ignace Monza Bonda, ministre provincial de l'Environnement, qui au nom de Madame le gouverneur empêché a donné le go de cette activité suivie du ministre de l'Éducation Géry Mwantote qui a exhorté les heureux finalistes en ces mots. Chers enfants, il n'y a pas de magie. Moi et tous les cadres, tous mes collaborateurs, nous sommes passés plusieurs fois vous sensibiliser au travail. Il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas le labo, ce n'est pas l'extérieur qui va travailler à votre place. De son côté, l'inspectrice principale, Madame Véro Kidiata Guizé, donne quelques précisions liées aux épreuves de hors session. Cela étant, l'inspection principale provinciale de Maïndombe 1 a au cours de cette année scolaire inscrit 7429 candidats finalistes répartis comme suit. 4920 garçons et 2508 filles au cycle long, 7 garçons au cycle court, 141 autodidactes, dont 41 filles, sans oublier la présence de 135 PA, peuples autochtones. Rappelons que l'oral des Français et les pratiques professionnelles qui s'en suivront font partie de ces épreuves de hors session de l'examen d'État. Il y a eu tricherie? Non. Toujours en rapport avec le lancement des épreuves de l'examen d'État édition 2024. Cette fois-ci, c'est dans le Maïndombe, plus précisément à Inongoville. Le ministre provincial de l'Environnement, représentant de la gouverneure empêchée, a présidé la cérémonie du lancement de ces épreuves. Images et commentaires. En Ituri, c'est le vice-gouverneur policier, le commissaire divisionnaire Raus Chalui qui a procédé au nom de son titulaire, le lieutenant général Johnny Luboyan Kachama, au lancement officiel de cette 7e édition d'examen d'État pour les épreuves hors session. Au total, plus de 26 000 candidats, dont 12 626 filles sont entendus pour ces épreuves sur l'ensemble de la province de l'Ituri. Épreuve qui se déroule sans incident majeur, se félicite le vice-gouverneur policier de l'Ituri. C'est une satisfaction et c'est pour montrer que nous avons la paix dans notre province, particulièrement en Ituri. C'est ça le grand mot que je peux dire, que nous avons la paix, parce que sans la paix, on ne pouvait pas avoir ce début des examens d'État. Félicitations à vous tous et à tous les élèves pour la réussite. Et les hommages au commandant suprême, le chef de l'État, pour tous les efforts qu'il fait pour que cette paix soit vraiment réelle dans la province de l'Ituri. Même sentiment de joie dans les cas des gestionnaires des écoles en province de l'Ituri, les directeurs provinciaux de la division provinciale de l'EPST Ituri, Jean-Jacques Masumbuko. Là où on pensait que c'était une zone chaude, là où c'est une zone insécurisée, tous les centres, tous les 49 centres ont ouvert. En tout cas, je me réjouis. Dieu nous a répondu à notre première prière. Pour Ferdinand Bossenda, inspecteur principal provincial Ituri 1, les élèves doivent éviter la tricherie. Le moment est donc venu pour jauger votre niveau au regard du programme national et des matières enseignées. Je vous invite donc à travailler individuellement et à éviter la collaboration, la fraude et la tricherie,
car la clé de la réussite est entre vos mains. Bon travail et bonne chance à tous. Rappelons que la province éducationnelle de l'Ituri compte 49 centres dont un fonctionne au Kampala, en Ouganda. Au moins, à noter qu'au moins 4 centres d'examen sur les 13 prévus n'ont pas ouvert dans les territoires des Kwamountou, dans la province des Maïndombe, des suites de l'insécurité perpétrée par le milice des Mobundu. Conformément au calendrier scolaire 2023-2024, les épreuves hors session de l'examen d'État ont été lancées également ce lundi 6 mai dans la province du Lalaba, Mbandaka et autres, les tout dans ces condensés. Au total, 17 357 candidats, dont 7 789 filles et 9 568 garçons répartis dans 41 centres sont enregistrés pour participer aux épreuves des examens d'État dans la province éducationnelle Lualaba 1. Pour cette première étape qui consiste à la hors-session de la dissertation et l'oral des Français, les lancements a eu lieu à l'Institut Toussaïdienne des Kapata à Kolwezi. Bonaventure Proved s'est exprimé devant les candidats et la délégation des autorités locales et l'inspecteur principal provincial Jean-Marie Guéré. Quant à lui, ces quelques recommandations ont suffi. Enfin, c'était les tours du ministre provincial de l'Intérieur, Deouda Kapenda Wakapenda, représentant l'autorité provinciale, Fifi Masuka Saini, de lancer officiellement les dites épreuves. Je suis certain que la bourse Excellencia sera bien arraché par les enfants de Kapata, de l'école Toussaïdiane, mais aussi de tous les autres enfants de la province de Lualaba qui sont aujourd'hui éparpillés dans les salles d'examen. Et j'en suis très certain qu'aujourd'hui notre cuivre et notre cobalt va se transformer par une inspiration tous azimuts. Après l'ouverture des mails contenant les items, les ministres et sa suite ont procédé à la distribution symbolique des papiers d'examen aux élèves. Les écoles Toudjengue et Érudit Respim ont été visitées pour la même cause, car étant parmi les centres de déroulement des épreuves. Les épreuves des hors-session des examens d'État édition 2024 ont été lancées ce lundi 6 mai 2024 en Mbandaka à l'épée Bonzenga à titre symbolique pour l'ensemble de la province de l'Équateur par Steve Bossawa, ministre provincial de l'Éducation, représentant du gouverneur de province empêché. Dans son mot d'introduction, le directeur provincial de l'EPST Équateur 1, Hervé Mungita, assisté de l'IPP Équateur 1, Jacques Djouma, a dévoilé l'effectif de candidats entendus représentant la statistique suivante. 14 724,29 participants, dont 8 977 garçons et 5 818 filles. Prenons la parole au nom de la délégation nationale à cet événement. Papi Mangobe, directeur national de la DINACOPE, a exhorté les participants à plus de sérieux dans le travail de chacun. C'est dans cette optique d'espoir et de détermination que Steve Bossawa, ministre provincial de l'Éducation, a donné le coup d'avant de ces épreuves évaluatives au nom du gouverneur de province de l'Équateur empêché. Après lancement, la délégation a fait la ronde de quelques centres de passation d'examen dans la ville de Mbandaka, encouragé les participants. Spoliation du terrain, insécurité de tout genre, intoxication des travailleurs, voilà autant qui perturbe la production agricole du domaine agro-industriel présidentiel de l'Ancélé d'Aipen à travers un plaidoyer. Les personnels lancent un cri d'alarme pour la protection de ces sites et la relance de la production agro-pastorale. Rodépanda a signé ces reportages. Le domaine agro-industriel présidentiel de l'Ancélé d'Aipen est sous haute menace de disparition si rien n'est fait à l'instant. Spoliation de terrain avec la complicité de certaines autorités et les chefs coutumiers. Insécurité de tout genre, occupation illégale des habitations des travailleurs au sein du cadre. Voilà qui constitue les dangers de la production agricole sur ces sites. Une situation qui met à mal la production avec impact visible de Daipen. Le Daipen se trouve à l'état zéro. Le chargé de mission, c'est vraiment un très bon gestionnaire. Pour atteindre l'objectif de relancer la production agricole au sein du Daipen, il faut concevoir
un plan stratégique et nous attendons le financement. Dans cette expérimentation, je trouve que le résultat est bon. C'est seulement de donner un coup de poing avec les intrants agricoles, les moyens, les techniques et tout ça pour donner des choses exploiter comme il faut. Les 400 retraités croient en lui pour son efficacité de leur arracher leurs décomptes finaux. Il ne reste que la consigne de la Banque mondiale pour que l'argent soit versé à la BGFI Bank. Voici les témoignages membres du comité de suivi des retraités non concernés par ces désordres. Les DAIPEN, on a commencé tous ces bâtiments en 1967, s'il vous plaît. Et l'ordonnance est venue en 1973 pour officialisé. Pour les chargés de mission, les rapports ont été déjà adressés aux plus hautes instances du pays et à tous les services compétents de l'État pour une sanction sévère. Et puis, signature d'un protocole d'accord entre le ministère des Personnes vivant avec handicap avec le responsable de la Transco pour la prise en compte des conditions de mobilité des handicapés qui approuvent de difficultés de monter dans un véhicule. Betty Amani pour les détails. En visite à la direction générale de l'entreprise Suprême Automobile spécialisée dans le montage des bus marque Mercedes-Benz, la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Sambou-Diatta, a été reçue par le directeur général de cette entreprise, Rajev Dua. La ministre lui a expliqué la vision novatrice du président de la République dans les secteurs du handicap en ce qui concerne l'inclusion sociale des personnes vivant avec handicap en RDC, ainsi que le contenu du décret numéro 26 du 25 mars 2024 sur l'accessibilité des personnes avec handicap dans le transport public. Nous sommes venus pour remettre aux responsables les décrets par rapport à l'accessibilité des personnes avec handicap dans les transports publics. Notre voulu est que chaque fois qu'il y aura des bus à monter pour les transports publics ou d'autres moyens de transport public, que l'on tienne compte de l'accessibilité des personnes avec handicap. J'en ai profité en tant que ministre du secteur du handicap pour négocier un partenariat. Nous voulons que le gouvernement commande une série de bus accessibles aux personnes avec handicap. Nous sommes un pays où le président de la République a une grande vision pour l'inclusion sociale de ces personnes. Le directeur général, Rajev Dua, qui a apprécié la visite de la ministre déléguée dans leurs installations, s'est accordé de travailler en partenariat avec le ministère en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, de respecter l'exigence d'accessibilité de ces catégories sociales, aussi bien pour les bus publics que dans le moyen de transport au niveau des aéroports, des gares, etc. Les inondations de décembre dernier occasionnées par la montée des eaux du majestueux fleuve Congo ont laissé les populations riveraines sans abri et certaines jusqu'ici passent la nuit sous la belle étoile. En compassion, l'Église du Christ au Congo, par le biais de son service protestant du développement et de la diaconie, vient apporter son assistance à ses victimes. Chimène Kamuka. Gemena, chef-lieu de la province du Sud-Ubangi, constitue la deuxième étape de la mission d'assistance aux sinistrés des inondations causées par la montée des eaux du fleuve Congo. Une mission appuyée financièrement par le service protestant du développement et de la diaconie CEPRODIA pour réconforter les populations riveraines victimes des inondations. Cette situation qui a prévalu au mois de décembre dernier et qui a laissé beaucoup de populations riveraines à travers la République démocratique du Congo dans la désolation, après Mbandaka dans la province de l'Équateur, l'Église du Christ au Congo ECC, à travers le service protestant du développement et de la diaconie CEPRODIA, est présente à Gemena pour assister plus de 300 ménages victimes de ces sinistres. Son assistance est composée d'un appui financier, des ustensiles de cuisine et autres articles nécessaires pour réconforter et redorer le sourire aux sinistrés des inondations dans cette partie de la République. L'Église peut porter des choses, on ne peut pas tout porter non plus. Mais je crois que ce qui est important, c'est de dire que nous sommes là, nous sommes aussi solidaires avec les uns et les autres. Pourquoi on essaie d'interpeller aussi le gouvernement? Parce qu'on a des familles, vraiment, il n'y a plus rien de leur maison. Donc il faut reconstruire. Et là, ça dépasse aussi nos moyens. Tout se passe sous l'œil vigilant du vice-président national de l'ECC, le révérend Isaac Kalonji, ainsi que les pasteurs et les membres de la 17e communauté évangélique du Christ en Ubangi, Mongala, CCU. A noter que cette mission de l'ECC s'est étendue dans plusieurs cités de la province du Sud Ubangi.
La ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est sur le point de franchir une nouvelle étape dans son développement urbain avec le lancement des travaux de réhabilitation de plusieurs artères importantes. Les travaux officiels de lancement ont eu lieu à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, nous dit Teti Samba, Sylvie Makumbani et Moke Maluma dans ces reportages. La voirie urbaine de Kinshasa se trouve dans un état piteux. Conscient de cette situation, l'autorité urbaine a décidé de réhabiliter les grandes artères à l'instar des avenues Colonel Ebeya et Province dans la commune de la Gombe. Le gouverneur, du premier jour du mandat jusqu'au dernier jour du mandat, il n'a pas du tout lésiné sur les moyens, ni sur la volonté, il n'a pas lâché. Il a conduit ce programme de main de maître jusqu'à ce jour. Nous avons fait près de 100 km de route de voirie de la ville de Kinshasa, ce qui n'avait jamais été fait avant. Nous avons la même route du Cotonou Sud qui relie Mitendi à Lutendele. Et de Mitendi, nous allons aller vers l'aéroport et puis vers Maluku. La ville de Kinshasa ne doit pas être développée suivant les volontés des uns et des autres, mais plutôt en suivant le plan directeur de transport de la ville de Kinshasa. Les difficultés de mobilité que nous avons à travers la ville de Kinshasa, et c'est suivant ce schéma-là que nous allons pouvoir résoudre les problèmes de construction ou les problèmes des infrastructures dans la ville de Kinshasa. La remise en état de ces avenues pourra faciliter la fluidité de la circulation au centre-ville de Kinshasa. Et dans le secteur du transport multimodal, on assiste à l'ouverture des travaux d'évaluation des contrats de mandats spéciaux, exercice 2023. L'objectif poursuivi est de réfléchir sur l'élargissement de la couverture des flux congolais à l'import et export pour maximiser les recettes dues au trésor public, tel que souhaité par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. William Tunakov pour les commentaires. Ouverte lundi 6 mai 2024 au siège de la Direction générale de l'Office de gestion du fret multimodal à Kinshasa-Gombe par le directeur général de cet établissement public, cette session d'évaluation des contrats des mandats spéciaux exercice 2023 permettra aux représentants des mandataires spéciaux commis à la souscription des documents de traçabilité du fret congolais à l'extérieur du pays, aux directeurs des entités décentralisées et autres experts d'échanger et de renforcer le cadre de collaboration. Occasion pour les managers, William Kazumba Mayombo, de rappeler les différents partenaires autour de lui à relever le niveau de la couverture du fret congolais pour une gestion axée sur les résultats. Pour rappel, à son avènement, par la volonté de son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, depuis le 3 septembre 2022, l'actuelle direction générale, fidèle à sa vision managériale, s'est résolument engagée dans sa mission de fournir au gouvernement de la République des données fiables sur les frais congolais à l'importation, saisies dans son système informatique, de façon à permettre d'autres services étatiques de s'en servir. Signalons que la clôture de ces travaux de 5 jours, qui seront sanctionnés par la signature des contrats spéciaux pour les mandataires